26 mai 2021, je suis en direct. À l'époque, il y avait encore Éric Zemmour. Et à un moment, je me dis, mais je ne comprends rien de ce qu'il est en train de me raconter. Et pendant 1 heure, je me demande où ai-je la tête ? Et je suis en train de constater que la moitié de ma mémoire a disparu. Je ne sais pas où j'en suis arrivée par un miracle chez moi. Je viens de perdre la moitié de ma mémoire. Pourquoi ai-je dissocié ma tête de mon corps ? Pourquoi ai-je voulu effacer mon corps ? J'ai 12 ans, j'arrive au collège et je vois mon nom affiché sur le balcon du collège avec le surnom Bonjour Christine Kelly, quel bonheur et plaisir de vous recevoir dans la Fabrique des livres pour Pourquoi moi aux éditions Fayard. Alors pourquoi moi ? Il m'a semblé que c'était un livre de réconciliation avec soi-même. Et chacun peut trouver dans ce livre, au-delà de votre cas personnel, des raisons de se réconcilier avec soi-même, parce que tout le monde est un peu fâché avec soi-même. Mais dans votre cas, en fait, il y a une partie de vous qui est en guerre contre une autre partie au début de ce livre, et d'un seul coup, une espèce de cataclysme va vous révéler cette hostilité. Et c'est le 26 mai 2021, que se passe-t-il ? 26 mai 2021, c'est le début de mon livre. Je suis en direct. J'ai mes 4 mousquetaires dans l'émission Face à l'info sur CNews. À l'époque, il y avait encore Éric Zemmour. Il commence l'émission, je l'interroge, et à un moment, je me dis, mais je ne comprends rien de ce qu'il est en train de me raconter. Et je me dis, mais je ne comprends pas. Je regarde mes fiches, je me dis, mais qui est-ce qui a écrit ce texte ? C'est bien moi, mais oui, je me vois bien en train d'écrire ce texte. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je me fais confiance, je passe à l'autre chroniqueur, j'interroge l'autre chroniqueur, Éric de Ridmaten, notre spécialiste économie. Je ne comprends toujours rien à ce qu'il dit, mais je me accroche à mes textes que je sais que j'ai écrits. Et pendant 1 heure, je me demande où ai-je la tête ? Et je suis en train de constater que la moitié de ma mémoire a disparu, tandis que l'autre moitié regarde l'autre moitié qui a disparu. Et là, je suis tétanisée. Je me dis, mais est-ce que tes spectateurs se rendent compte ? Est-ce que mes chroniqueurs se rendent compte ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais je suis quand même consciente de perdre ma mémoire. Qu'est-ce qui se passe ? Je rentre chez moi avec difficulté en me demandant à chaque pas, est-ce que je vais trouver mes clés ? Est-ce que je vais trouver ma voiture ? Est-ce que je vais trouver l'emplacement de mon parking ? Est-ce que je vais trouver l'adresse de chez moi ? J'ai rendez-vous chez moi ce soir-là avec quelqu'un qui est mon agent, que je n'avais jamais vu encore parce qu'il habite dans le sud. Il venait ce soir-là pour qu'on puisse se rencontrer physiquement. Il m'envoie un SMS, je me dis, mais qui m'envoie ce SMS ? Je ne reconnais même pas son message, je ne sais pas qui c'est. Je me gare au bord de la route et je me dis, mais qui c'est ? Il faut que je trouve absolument. Je cherche partout, je fais un copier-coller de son nom, son numéro de téléphone. Je finis par trouver qui c'est. Finalement, j'arrive chez moi. Je dis à ma famille qu'il y a un truc qui ne va pas, je ne comprends pas. Je suis à 2 doigts de m'effondrer. Dring, mon agent sonne et il me sauve parce qu'il arrête mes larmes. Je suis quand même au bord des larmes. Et là, je suis en train de lui dire, c'est la première fois qu'on se voit physiquement, mais ça ne va pas du tout. Je ne sais pas où j'en suis. Je suis arrivée par un miracle chez moi. Je viens de perdre la moitié de ma mémoire. Et cet agent, Fabien, il s'appelle Fabien Ramad, il a 28 ans. Il me dit, installe-toi, Christine, dans ton salon. On s'assied par terre. Et là, on commence à discuter. Et il m'a dit, Christine, tu sais, ta tête est dissociée de ton corps. Tu ne t'occupes pas de ton corps. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Et ça me dit quelque chose. Et ça me réveille en moi quelque chose qu'on m'a déjà dit. Il m'a dit, tu travailles tellement, tu es tellement dans tout ce que tu fais, mais tu oublies ton corps et là, ton corps s'appelle à toi. Et on reste à discuter. Il m'a dit, Christine, tu fais du sport ? Je dis, bah non. Christine, tu t'occupes de toi ? Ben non. Christine, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper de toi ? Ben rien. Il m'a dit, tu sais Christine, j'ai 28 ans et moi je fais du sport tous les jours. J'ai 28 ans et je fais de la méditation tous les jours. Qu'est-ce que tu fais pour ton corps ? Si ton corps te lâche, tes neurones te lâchent, tu ne peux plus travailler. Et là, je prends conscience d'une chose et il me fait ce geste. Voilà, ta tête est dissociée de ton corps. Ton job maintenant, c'est de le réajuster. Et de là, par toute une quête, une interrogation personnelle en 300 pages dans le livre. Et alors c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, une longue marche vers cette réconciliation, mais vous auriez pu être l'allié de votre corps depuis l'enfance, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que vous êtes à ce moment-là en Guadeloupe, les passages sur la Guadeloupe font aimer la Guadeloupe d'ailleurs, mais à un moment particulier, il y a un autre cataclysme presque précurseur qui se produit sous la forme d'un graffiti. C'est ça. C'est-à-dire, oui. Allez-y, et ce graffiti, on peut dire ce que c'est, qu'est-ce qui est écrit ? C'est une insulte. Oui. J'ai 12 ans, je remonte. Ça prend du temps, ça me prend des années pour remonter après ce que m'a dit mon agent.
je me dis qu'il y a plusieurs autres personnes qui m'ont déjà parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en moi? Pourquoi ai-je dissocié ma tête de mon corps? Pourquoi ai-je voulu effacer mon corps? Pourquoi n'ai-je voulu que ce qui est à l'intérieur de ma tête et pas mon apparence physique? Et je fouille, et je cherche, et je remonte, et ça prend du temps. Et là, je tombe sur un jour où j'avais 12 ans. J'arrive au collège, il est 7h20 du matin, et je vois mon nom affiché sur le balcon du collège avec accolé à mon nom le surnom salope. Et là, je décroche complètement et je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est du harcèlement scolaire. Et il suffit d'une fois pour que ça puisse être du harcèlement scolaire. Et à partir de ce moment-là, je commence à faire une quête de moi-même. Et je me dis, mais en quoi ce jour où j'avais 12 ans puisse m'impacter aujourd'hui, plus de 40 ans après? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans? Et c'est ce que je raconte dans mon livre. Qu'est-ce qui s'est passé? En ai-je parlé à mes parents? J'appelle ma mère. Coucou maman, ça va? Oui, je te réveille pas là avec le décalage horaire. Est-ce que je t'avais parlé de ce qui s'était passé sur le balcon du collège? Bah non, Christine, tu m'en as jamais parlé. T'es sûre, maman, je t'en ai pas parlé? Bah non. J'appelle mon frère, Philippe, qui vit en Guadeloupe. Excuse-moi, je te réveille là, excuse-moi. Hein. Mais non, tu me réveilles jamais, tu me déranges jamais, Christine. Il m'adore. Je t'ai parlé, t'étais mon confident, je te racontais tout. Je t'ai dit ce qui s'était passé quand j'avais 12 ans, l'insulte là sur le balcon. Ben non, non, je crois pas, tu m'en as jamais parlé. J'appelle mon petit frère, il est au Canada. Je lui dis, pardon, je te réveille. Excuse-moi, il faut que je comprenne. Je t'en ai parlé ou pas? Il me dit, ben non, jamais tu m'en as parlé. Et j'appelle ma petite sœur qui habite à un côté de Paris. Je lui dis, j'ai eu l'occasion de t'en parler. J'appelle toute ma famille, j'appelle mon père. Je n'en ai parlé à personne. Je me rends compte plus de 40 ans plus tard. Et même dans mon petit cahier de poésie, qui était mon petit cahier de confidence, je n'en ai parlé à personne. Et là, je me dis, mais pourquoi j'en ai parlé à personne alors que je sais que j'y pense en permanence, très régulièrement? Ça fait partie de mon identité. Donc, je raconte comment dans le livre, comment cette quête envers qui je suis et envers cette origine de cette déconnexion entre mon corps et mon esprit remonte à ce moment, ce jour où j'avais 12 ans, ce jour où ma vie a basculé. Alors on imagine bien le traumatisme d'une enfant de 12 ans qui voit une inscription au vu de tout le monde. Kelly salope, c'est absolument épouvantable. Donc on comprend bien que psychologiquement, il puisse y avoir une espèce de blackout. Mais un peu plus tard, là je saute dans le temps, mais un peu plus tard, il va y avoir une autre inscription qui, en apparence, dit l'inverse, mais qui va avoir pour vous le même effet de dissociation de l'esprit et du corps. Et là, c'est une inscription gravée sur une table à l'école et qui dit... Et qui dit « je t'aime ». Ouais. Voilà. Alors, je vais revenir juste avant sur l'insulte du collège pour dire aussi que pourquoi ça a attaqué mon corps directement et pourquoi j'ai voulu m'effacer, j'ai oublié de le dire, c'est parce qu'en fait, j'étais à l'âge de 12 ans aussi, pour faire le lien avec la prochaine inscription, à l'âge de 12 ans, j'étais très protestante, jusqu'à maintenant, très carré, pas de maquillage. Aujourd'hui, à 12 ans, on se maquille, on met déjà du mascara, etc., les réseaux sociaux, les machins, etc. et tout. Pas de maquillage, deux nattes, une jupe jusqu'aux chevilles, très stricte. Mes parents étaient protestants, carrés, église, école, devoir. Église, école, devoir, piano. Église, école, devoir, piano. C'était ça ma vie. Donc lorsqu'on arrive et on vous traite de salope, vous vous dites, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va en rien avec qui je suis. Et c'est là où, à partir de ce moment-là, quelques jours après, il y a une petite fille dans ma classe. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais d'où ça vient quelques jours après? Et là, elle m'a dit, oui, je sais. C'est parce qu'il y a des garçons là-bas qui te regardent. Ils ont 17 ans. Ils sont au lycée professionnel. Ils te regardent tout le temps. Mais ils me regardent, moi? Mais pourquoi ils me regardent? Mais pourquoi des garçons de 17 ans me regardent? J'ai 12 ans. Mais ça veut dire quoi? Je ne savais rien de ce que ça voulait dire. On n'était même pas développé à ce point-là. Aujourd'hui, vous savez, moi, des garçons de 17 ans qui me regardent, j'ai l'âge de 12 ans. Et là, j'ai commencé à cacher mon corps, à cacher, à vouloir m'effacer. Et c'est comme ça que j'arrive effectivement à l'université, où là, un jour, à chaque fois que je passe dans les couloirs de l'université, tout le monde se tait. Dès que je passe, tous les étudiants se taisent. Et ce jour-là, un jour encore, j'arrive et je vois dans le grand amphithéâtre, je vois Christine, je t'aime. Et quelqu'un qui avait gravé ça, et puis des lettres d'amour que je reçois à la maison. Je me dis, mais je ne comprends pas ce décalage entre ces gens qui vous regardent, qui ne savent pas qui vous êtes, qui vous disent je t'aime ou qui vous disent salope, mais qui ne savent en rien qui vous êtes, qui se basent sur votre apparence pour vous définir, pour vous juger, alors qu'au fond de vous, qui êtes-vous?
Vous êtes celle à qui votre maman et votre papa a toujours dit « l'apparence est trompeuse et la beauté est vaine ». Celle à qui, à l'église, on m'a toujours dit de ne pas se baser sur l'apparence est trompeuse, mais de cultiver ses qualités intérieures. Celle qui, toute sa vie, a tout fait pour cultiver ses qualités, sa bienveillance, sa bonté, sa générosité, sa patience, son amour, son amitié pour autrui, et sans regarder pour autant l'extérieur, alors que tous s'arrêtaient à l'apparence extérieure. Il m'a fallu faire un vrai travail pour arriver à me reconnecter avec ce que j'avais appris, qui j'étais au fond de moi et le regard que tout le monde portait sur moi. Mais regard que vous refusez pendant longtemps, parce que en plus de ça, il y a un personnage merveilleux dans le livre, c'est votre grand-mère. Oui. Et alors, elle a une espèce d'obsession, on y reviendra tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Mais cette grand-mère a une espèce de gentille obsession, elle pense qu'il y a une saison pour tout. Oui. Donc, il y a une saison pour grandir, il y a une saison pour apprendre, il y a une saison pour travailler. Et puis, une fois qu'on a franchi toutes ces saisons, on peut se rendre compte que la saison de la séduction et de l'amour est venue. Et à ce moment-là, cette saison n'est pas venue. Et donc votre grand-mère vous dit « ton corps te parle, dis-lui de se taire ». Et c'est là que vous bannissez. C'est très difficile pour une enfant ou une ado, mais vous bannissez en gros tout ce qui se rapporte à votre apparence. Je trace ma route, tranquille, je sais qui je suis une tête, je suis un cœur, je ne suis pas un corps, voilà. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à traiter votre corps comme un étranger. Oui, exactement. Plusieurs petites alertes comme ça. À la fois cette insulte sur le balcon du collège, à la fois cette éducation stricte et protestante qui ne met pas son apparence extérieure en valeur, et cette grand-mère à qui je suis éternellement reconnaissante. La mère de mon père vit encore, elle a 101 ans, et la mère de ma mère, elle est décédée à 95 ans, mais à tous ses petits-enfants, lorsque je parle d'elle, ils se retrouvent encore, parce que eux aussi, ils ont suivi ses préceptes et ses conseils, et jamais, je ne la remercierai jamais suffisamment, parce qu'elle dit effectivement qu'il y a un moment pour travailler. Il y a un moment pour séduire, il y a un moment pour s'engager dans les devoirs à l'école, les études, et il y a un moment pour s'occuper de sa vie amoureuse. Et je pense qu'elle a sauvé ma vie, ma petite mamie. Je pense qu'elle a sauvé ma vie parce qu'elle m'a permis effectivement de me construire effectivement dans ma tête, de mettre une chose après l'autre. Vous savez, lorsque vous avez 20 ans, lorsque vous avez 18 ans, vous trouvez toujours quelqu'un toute la journée qui a envie de vous épouser, qui vous donne maison, voiture, tout ce que vous voulez, et qui vous donne, et qui vous éviterait de travailler ou bien d'aller vers la voie la plus difficile, qui est celle de faire travailler vos neurones et celle d'avancer, et c'est la voie qui n'est pas celle de la facilité. Donc effectivement, la saison, ces moments de saison m'ont certainement sauvé la vie. Mais après, ces murs que j'ai construits ont joué aussi en ma défaveur. Alors, on reste à cette époque, en gros. Et à un moment, vous parlez de votre corps en disant « ce tas de chair qui me sert, enfin, c'est un peu plus tard, d'outil de travail, ce tas de chair ». Et ça m'a rappelé... Alors, d'abord, vous êtes croyante. J'ai lu parfois des articles avec vous, des entretiens, où vous parlez de votre foi. Et j'ai trouvé ça extrêmement lucide, touchant, intéressant pour un athée comme moi. Et une foi qui n'impose rien à personne. Et dans ce livre, j'ai remarqué que vous n'en faisiez pas souvent état, que vous ne voulez pas imposer cette idée dans votre récit qui parle d'autre chose. Et j'ai trouvé ça très respectueux. Je trouve que c'est important de dire qui on est, oui, mais pas forcément de faire du prosélytisme. Oui, mais alors, il y a quand même dans ce refus du corps, et dans cette phrase que j'ai lue, une espèce de balancement étrange entre l'idée que le Créateur vous a donné un corps qui est une sorte de cathédrale en soi, hein, qui est un temple, et puis ce rejet du corps au nom, en réalité, du rejet de la sexualité que toutes les religions tiennent un peu à distance parce qu'elles s'en méfient. Et donc voilà, il y a cette idée que vous allez subir pendant très très longtemps, hein, que le corps n'est pas forcément ce qu'il y a de pur chez l'être humain. Très intéressant ce que vous dites, effectivement, cette construction que l'on a avec l'interprétation de la Bible et qu'on puisse avoir dans une religion. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il y a la religion d'un côté, qui est l'interprétation de la Bible, et puis après, il y a la spiritualité, qui est la relation qu'on a soi-même avec Dieu. Et ça, je pense que c'est certainement plus important que tout ce qui est religieux, à mon avis. Et effectivement, c'est un jour où Marc Menant, mon collègue de travail à CNews, et là, il me dit quelque chose, et là, il y a une lumière qui s'allume. Il m'a dit « Christine, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, mais toi, tu es croyante, et Dieu t'a donné un corps. Tu as vu ce que tu fais du corps que Dieu t'a donné ?» Je dis « Mais quoi, mais qu'est-ce que tu racontes ?»
Alors lui, il est vraiment hygiéniste incroyable. Il ne mange que des graines. Il fait son sport tous les matins. Mais il est jamais malade. Mais il a un tonus d'un garçon de 20 ans. Il est incroyable. Et tout le temps, il me dit, Christine, regarde ce que Dieu t'a donné. Regarde le charisme que tu as à l'antenne. Qu'est-ce que tu en fais? Ça vient d'où? Toi qui es croyante, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Et là, je commence à réfléchir. Il me dit, c'est ton corps, c'est pas le temple de Dieu. C'est pas ce que dit ta Bible. Et là, je me dis, oh là là, mais il n'a pas tort. Il me dit, si Dieu t'a donné un cœur, un foie, un rein, un poumon, et que tu lui donnes ce qu'il ne doit pas manger, enlève ce chewing-gum de ta bouche, enlève ce bonbon de ta bouche. Christine, s'il te plaît, respecte ton corps. Et là, je me dis, mais il n'a pas tort, effectivement. Et que le souffle de vie, qu'on a cette chance d'avoir un souffle de vie, il faut qu'il puisse être rythmé avec effectivement ce soin de vie, c'est-à-dire boire de l'eau, puisque le corps a besoin d'eau, ne pas boire de soda puisque ça détruit le corps, manger plus sainement, manger des fruits et des légumes parce que c'est ce dont le corps a besoin, et ne pas manger que des choses pour faire du plaisir au palais, mais soigner son corps. Et là, vraiment, ça a été une véritable lumière qui a allumé mon cerveau. J'en ai beaucoup discuté après aussi avec mes parents pour se rendre compte que ce souffle de vie que l'on a, personne ne l'a demandé. Est-ce qu'il ne faudrait pas en prendre soin jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus? Si cette conversation vous donne envie d'écrire ou de reprendre un projet laissé de côté, sachez que j'ai créé une lettre d'information, une newsletter pour vous accompagner. Une lettre gratuite dans laquelle je partage chaque semaine avec vous des conseils d'écriture concrets. Comment trouver la bonne idée et en faire une véritable histoire, creuser ses personnages, créer des univers. Ces clés, je vous les offre par courriel. Inscrivez-vous via le lien au-dessous de cette émission. Mais alors, à 25 ans, vous avez un problème avec votre corps, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous aimer. Et à ce moment-là... Toute ma vie, d'ailleurs. Pardon? Toute ma vie, d'ailleurs. Oui, mais à ce moment-là, vous allez très loin parce que vous songez même au suicide. Mm-hmm. Non, c'est pas que je songe. J'ai fait des tentatives de suicide, et je le dis dans le livre. Oui, et avec le recul et avec tout ce qui s'est passé depuis, qu'est-ce que vous diriez? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, de moins de 25 ans, des adolescents, qui partagent avec la personne que vous avez été ce désarroi, ce déséquilibre, et qui se dit, mais est-ce que ne pas vivre serait pas mieux que vivre? Mourir, ou plutôt survivre ou disparaître. Je le dis à plusieurs reprises dans le livre. Survivre ou disparaître. À plusieurs reprises, je me suis posé la question. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce qu'ils sont combien à avoir été victimes de harcèlement scolaire? Ils sont combien à être déprimés? Ces jeunes, ces enfants parfois. Une fille de 9 ans s'est suicidée l'autre jour à cause du harcèlement. Les associations remontent que 2 enfants par mois se suicident à cause du harcèlement scolaire, en toute impunité, dans le silence le plus total. Les harceleurs d'hier deviennent les adultes violents de demain. Les harcelés d'hier deviennent les adultes fragiles de demain. Donc c'est très important, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, pour dire que oui, on peut avoir envie de disparaître. Oui, on peut avoir envie de mourir. Oui, on peut avoir envie de mettre fin à ses jours. Mais il faut regarder devant soi l'horizon briller. Il faut passer jour après jour, passer ce cap et se dire que c'est un combat, qu'on est à genoux, qu'on a les 2 genoux à terre. Mais l'histoire du héros commence à partir du moment où on relève un genou. C'est à ce moment-là que l'histoire du héros commence. On peut avoir les 2 genoux par terre, mais il faut se relever. Ça va faire bientôt 16 ans que j'ai une association qui aide les familles monoparentales, et je dis toujours à ces petites mamans qui élèvent seules leurs enfants, qui sont les premières victimes de la pauvreté, qui sont les premières victimes de tout, de surendettement, de la détresse, de tout ce qu'on vit, de la détresse psychologique, qui sont les premières à avoir les cancers, des maladies. Je leur dis tout le temps qu'il faut se relever. On peut tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 7 fois, mais il faut se relever la 8e fois. Accepter de tomber, mais se relever. Accepter de souffrir, mais encore se battre. Et on voit, on définit une guerrière au nombre de blessures qu'elle a sur son corps. On a des blessures sur son corps. C'est ce qui définit la guerrière. C'est ce qui définit qui on est. Il faut accepter d'avoir les blessures. Accepter de vivre avec l'inconfortable, d'en vivre dans l'inconfortable. Accepter d'être confort dans l'inconfort. Accepter de vivre des guerres et des moments difficiles. Accepter de savoir que oui, aujourd'hui, j'ai peut-être envie de disparaître, mais que demain, on aura peut-être envie de vivre. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que quand vous tenez ce langage,
vous êtes crédible, puisque vous avez vécu cette tentation du suicide. Et donc, il y a une espèce de légitimité et on le voit à la sincérité de vos mots, qui peut toucher, qui peut vraiment toucher. Et je dis en plus que c'est pas... je ne sais pas pourquoi j'ai vécu, parce que c'était pas des tentatives. Parce que souvent on dit, oh, ils font des tentatives pour appeler au secours. Non, j'aurais vraiment pu disparaître. Je n'ai pas disparu. J'ai eu un rapport particulier à la vie. J'ai pas peur de mourir, hein, vous savez. Mais c'est intéressant de voir que j'aurais pu disparaître. Et je n'ai pas disparu, peut-être pour donner, peut-être ne serait-ce qu'un message. Et vous savez qu'avec ce livre, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont été très touchées, à qui cela donne un souffle, un nouveau souffle, un espoir, de se dire que oui, c'est peut-être difficile, mais au bout du tunnel, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel aujourd'hui, mais elle peut subvenir à n'importe quel moment et surgir dans la nuit. Et conquérir la lumière, c'est, comme vous l'avez dit, un combat qui laisse des blessures, et ce combat peut durer longtemps, parce que on fait un saut dans votre vie, il y a un moment où vous avez un véritable burn-out. Un professionnel, parce que vous travaillez énormément, c'est toujours le cas, mais à cette époque-là, c'est vraiment une intensité presque cruelle, j'allais dire, et à ce moment-là, j'en étais sidéré, vous dites, mes cheveux tombaient par poignées, on vous prend pour une droguée, et pourtant... Mais garde du corps. Oui, mais attendez, de la drogue. Exactement, mais à ce moment-là, vous dites, vous refusez de voir la vérité en face. Non, merci, ma fatigue n'est que passagère. Je n'ai aucun besoin d'accompagnement médical ou psychologique. Non, mais vous me prenez pour qui? Et votre terreur, on a l'impression qu'il y a une terreur de paraître faible. Et ce qu'on ressent dans votre livre, c'est que, et qui est très, très frappant, quand on vous regarde à la télévision, quand on vous écoute à la radio, quand on vous lit, on a l'impression d'une extrême douceur qui tient peut-être aussi à votre foi et à cette charité qui fait que vous êtes sœur de tous vos frères humains. Et il y a cette espèce de grande douceur, mais il y a aussi cette peur de paraître faible. Oui, j'avoue, une peur de paraître faible. Vous savez, pas pour les autres, mais pour moi-même. C'est-à-dire qu'il y a ce que les autres pensent et ce que moi, je pense de moi-même. Et je refuse effectivement la faiblesse. Et je dis tout le temps que gentillesse n'est pas faiblesse. Et souvent, on confond les deux. Et on aime bien dire que lorsque vous êtes gentil, vous êtes faible. Mais c'est vrai que c'est très important, effectivement, de ne pas se laisser abattre. Pour moi, tout le monde ne pense pas ça. Mais pour moi, la vie est un combat. La vie est un combat permanent. Il y en a qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Il y en a pour qui tout a fonctionné toujours. Pour moi, la vie est un combat. Un combat avec soi-même. Un combat avec ses pensées. Un combat avec son travail. Un combat avec tout. Un combat avec toutes les responsabilités qu'on a. Un combat avec les factures. La vie est un combat. Et je pense que c'est important de se motiver pour se dire qu'il ne faut pas rester dans la faiblesse, qu'il faut se battre, il faut se relever. Il faut admettre que les moments peuvent être parfois difficiles, mais qu'il ne faut pas rester dans la faiblesse et oser aller de l'avant. Oui, mais à ce moment-là, vous refusez. D'aller de l'avant. Vous dites, il ne faut pas me prendre pour une faible, c'est pas... À ce moment-là, vous dites, j'ai besoin de rien. À ce moment-là, lorsque je perdais mes cheveux, et c'était pas un burn-out, parce qu'un burn-out, on se relève pas. Un burn-out, on tombe, on se relève pas, on pleure, etc. Je ne pleurais pas, mais j'étais à la limite du burn-out. J'ai tapé, qu'est-ce que c'est que burn-out? Je me dis, tiens, j'ai un peu tous les signes là quand même. Attends, fatigue, machin, les cheveux qui tombent. Et là, je me suis dit, no way. Je ne vais pas du tout tomber dans le burn-out. Et là, je me dis, non, je vais absolument me relever. Il faut absolument, je vois le trou du burn-out arriver, mais je ne vais pas tomber dedans. Et là, je me dis, attends, je vais chercher à faire du sport, je vais chercher à manger mieux, je vais chercher à avancer, je vais chercher à me reposer, je vais identifier à quel moment dans la journée je peux me reposer pour me reposer, je vais chercher à éviter le stress. C'est un peu compliqué. Bon, alors ça, j'évite. Ok, d'accord, je vais faire face au stress, mais il faut que je compense par rapport au stress, parce qu'on vit en stress en permanence lorsqu'on est dans l'actualité. Je dis tout le temps à ma fille que je suis comme si je suis une éboueuse, je cherche les poubelles quand on est dans l'actualité, et je cherche l'ordure la plus sale dans la poubelle la plus sale pour montrer aux téléspectateurs. Donc, il faut se décharger du stress. Donc, petit à petit, j'essaie d'identifier ce que je dois faire pour éviter le burn-out, et Dieu merci, j'ai pu l'éviter. Et donc, ce que vous devez faire, c'est prendre soin de vous. C'est ça. Mais c'est un peu vague. Alors, on en a parlé déjà il y a un instant, mais vous avez vu le film Pinocchio? Oui. Et donc, dans Pinocchio, il y a un personnage merveilleux qui s'appelle Jiminy Cricket, qui est en gros la mauvaise conscience, ou la bonne conscience parfois, de Pinocchio. Et alors, vous avez un Jiminy Cricket sur l'épaule qui est effectivement Marc Menand, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et alors, c'est lui qui va vous dire effectivement qu'il faut arrêter le café, qu'il faut boire de l'eau de Quinton.
Je ne sais pas pourquoi, c'est dit dans le livre, mais vous allez nous dire pourquoi l'eau de Quinton en particulier, qui vous explique que l'ennemi absolu, c'est le sucre. Et il a un côté un peu croisé, comme ça, qui va affronter les murailles de Jaffa, vous savez, et qui va vous convaincre. Comment se fait... Alors, c'est une rencontre, c'est une complémentarité formidable. Donc, comment ça se passe au jour le jour? Comment est-ce que vous en arrivez à comprendre vraiment ce que c'est que prendre soin de soi? Alors effectivement, par le harcèlement de Marc Menant, parce qu'il est le seul chroniqueur à être dans mon bureau en permanence, les autres y passent, mais lui il est là, et tous les jours. Mais Christine, tu te rends pas compte? Et c'est plus que Jiminy Cricket, parce que lui, il crie, hein. Mais qu'est-ce que tu as fait ce matin? Tu as fait du sport, tu as marché, tu as fait quoi? Mais alors? Mais attends, comment ça? Tu es malade? Ne prends pas de Doliprane. Chut. Ne prends pas de Doliprane. Pourquoi est-ce que tu mets pas de l'argile? Mets de l'argile sur ta tête. Bois un verre d'argile. Et tout le temps, je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Bois du Quinton. C'est quoi du Quinton, quoi? Mais c'est de l'eau de mer. Et c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où je l'ai vraiment écouté, c'était ce 1er janvier 2022. On est le 1er janvier. Il est peut-être, je sais pas, 15 heures. Je n'arrive pas à bouger de mon lit. Et je suis fatiguée, épuisée. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et un appel, Marc Menant. Qu'elle te soit belle cette année! Je dis, mais où est-ce qu'il prend cette énergie, quoi? Je lui dis, mais Marc, ça va? Moi, j'arrive pas à marcher, j'arrive pas à bouger, de sortir de mon lit. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Sors, Christine, il faut que tu sortes. Va marcher. Il faut que... Je vais tomber si je marche. Non, il faut que tu marches. Va, il faut absolument que tu mettes le nez dehors. Va voir la lumière du jour. Je sors petit à petit. Ma mère me dit, Christine, va acheter un tensiomètre. Je dis, un tensio quoi? C'est quoi ça, un tensiomètre? Je vais finalement trouver une pharmacie. Je marche pas à pas. Je suis épuisée. Je ne comprends pas cette lourdeur que j'ai dans le corps. Il est 15 heures. Je n'arrive pas à marcher. J'ai mis au moins 7-8 heures pour pouvoir attacher mes chaussures. Je vais à la pharmacie. Je prends un tensiomètre. Je rentre chez moi. J'ai 18 de tension. Et là, Marc Menant me dit, Christine, ne va surtout pas voir quelqu'un qui va te donner des médicaments à vie. Et écoute bien ce que je te dis. Tu vas me prendre des racines de pissenlit que tu vas prendre en concoction pendant 1 semaine. J'ai appliqué mot pour mot ce que Marc Menant m'a dit ce jour-là. En 1 semaine, ma tension a baissé et n'est plus jamais revenue. À partir de là, j'ai commencé à écouter Marc Menant. À partir de là, j'ai commencé à me dire que moi, je ne veux pas prendre de médicaments à vie. Et là, j'ai commencé à tendre l'oreille à ses conseils. Christine, fais du sport, bouge. Christine, enlève ton chewing-gum. Bon, quand il n'est pas là, je prends quand même un petit chewing-gum de temps en temps. Et Christine, arrête le sucre. J'ai arrêté le sucre. Ça m'arrive de reprendre de temps en temps aussi, je ne suis pas parfaite. Mais il est toujours là à me dire... Occupe-toi de ton corps. Et il m'a permis d'ouvrir les yeux. Et un jour, il m'a dit, Christine, pourquoi tu ne t'aimes pas? Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. Apprends à aimer qui tu es. Apprends à prendre soin de toi. Il m'a dit que il me fait prendre conscience que c'est au-delà de s'aimer soi-même et d'être narcissique. C'est une question de santé. C'est une question de travail. Pour même faire ton travail, pour même transmettre aux autres, aux téléspectateurs, ce que tu as à transmettre, il faut que tes neurones soient connectés. Tu imagines, il me dit, mais Christine, imagine la magie de la connexion des neurones dans le cerveau. Comment 2 neurones se connectent dans ton cerveau et font que tu trouves un mot, le bon mot, le juste mot. Ce sont des neurones qui se connectent. Je me rappelle de cette discussion que j'ai eue avec lui. Il m'a dit, pour que tes neurones se connectent, il faut que tu manges des légumes, il faut que tu boives de l'eau, il faut que tu t'occupes de toi. Donc c'est qu'une question pour ton travail, pour ta vie, pour ton quotidien, pour les téléspectateurs que tu aimes et qui t'aiment, qu'il faut que tu prennes soin de toi. Et vraiment, il m'a permis de voir les choses de façon complètement différente. On a eu des discussions pendant des heures et des heures où je l'ai écouté. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Et quand il me regarde aujourd'hui, il me dit « Ouais, je suis fière de toi. Vraiment. Je suis fière de toi. » Et il me dit « Sois fière de toi et sois fière du travail que tu as, du chemin que tu as parcouru. Un chemin comment dirais-je, où on se de réserve, un chemin d'interdiction, on se prohibe, un chemin voilà, pas de facilité, un chemin d'effort, pour dire le bon mot, mais un chemin qui permet de vivre plus sainement, d'être en santé et de pouvoir jouir de son travail, jouir de son enfant, jouir de sa fille. Et ça, le chemin de l'effort pour la santé permet tout simplement de vivre le peu de temps qu'on a à passer sur Terre. Alors c'est un chemin sur lequel vous avez croisé des ennemis,
d'autant plus redoutables qu'ils sont extrêmement séduisants. Je voudrais que vous preniez la petite boîte blanche qui est par terre, que vous l'ouvriez juste pour nous montrer ce qu'il y a dedans, parce que j'ai trouvé que dans votre écriture, c'était un très joli symbole. C'est un symbole de douceur, d'attraction, et contre quoi il faut lutter. C'est trop chou. Veuillez le montrer, s'il vous plaît, à la caméra. Ce sont des madeleines, mais elles sont magnifiques. Voilà, ce sont il ne des faut madeleines. pas montrer à Marc Menon. Hein. mais dans votre livre, ce ne sont pas des madeleines. Magnifique. Ce ne sont pas les madeleines de Marcel Proust qui sont là pour provoquer la réminiscence. Mais dans votre livre... J'en parle beaucoup. Vous en parlez énormément. Et c'est très joli parce que d'un seul coup, on visualise à travers quelque chose de tendre, d'un peu bombé, d'un peu maternel, magnifique. Cette espèce de séduction de la nourriture qui est tellement séduisante qu'on se dit, mais pourquoi pas ? Et bizarrement, le chemin à parcourir, c'est aussi tout simplement celui-là, c'est de lutter contre la madeleine. Et vous en faites dans votre livre un très beau symbole de lutte plus large. Exactement. De lutte plus large pour se remettre d'aplomb et pour reprendre le goût de soi-même. Dans ce chemin d'introspection, je tombe sur les madeleines. Parce que je reste là à me dire, mais il faut que j'identifie ce qui ne va pas. Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que je bois ? Qu'est-ce que je fais finalement, à force d'écouter ce qu'on me dit, que je mange mal, que je ne fais pas de sport ? Qu'est-ce que je mange ? Et ce n'est pas facile, Frédéric, de réfléchir et de se dire, qu'est-ce qu'on met dans son corps ? S'arrêter, mais qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai mangé hier ? Et je me rends compte finalement que tous les soirs, je mange pas une, pas deux, pas trois, mais des paquets de madeleines. Et je fais l'aller-retour dans le petit placard. Quand j'achète pour ma fille, chut, je les achète pour ma fille. Et après, quand je vais donner le goûter à ma fille, je me dis, ah non, je ne peux pas lui donner ça, c'est pas bon pour sa santé. Je lui donne des fruits bio. Et moi, je mange les madeleines. Et je rachète un autre paquet. Et je mange 2-3 paquets de madeleines. Et que c'est tellement bon. Et je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Et là, je me dis, mais comment ça se fait que j'arrive à manger 3 paquets de madeleines en une soirée ? 2-3 fois par semaine. Et là, je me rends compte, mais ce n'est pas possible, il faut absolument que j'arrête ça. Mais vous savez que c'est extrêmement difficile, à la fois d'avoir ce juste regard sur soi-même et ensuite de se dire, ok, je t'ai identifié, maintenant, je vais te faire la peau. Et d'arrêter de manger les madeleines. Je vais peut-être manger celle-ci quand même. C'est mou, c'est... Voilà. Et alors, il y a un personnage qui habite aussi votre livre, et c'est très joli à observer cette relation avec ce personnage, c'est Léa. Oui. Léa, c'est votre fille, et il y a des moments où elle devient plus responsable que vous, parce que vous êtes encore en train de chercher cette réconciliation, vous ne l'avez pas atteinte, mais elle, alors déjà, il y a des techniques d'enseignement, a priori c'est pour elle, mais vous vous en pénétrez au point que ça vous enseigne aussi des choses. Par exemple, et ça il faut retenir pour les parents, quand vous désignez ces cellules et vous leur donnez des noms, pour mieux lui expliquer comment marche la physiologie, comment s'intègre ce que nous mangeons à notre corps, vous avez inventé ces méthodes pédagogiques que je trouve très malines. C'est-à-dire que tu lui dis, tu vois, là il y a une cellule qui s'appelle machin, là il y a une cellule qui s'appelle machin, et d'un seul coup pour une enfant, mais pour nous-mêmes. Elle s'identifie, c'est comme un dessin animé. C'est plus abstrait, ça n'est plus abstrait. Et tout ça, tout ce dont on est en train de parler, qui la Madeleine, qui la cellule, qui Marc Menon, tout ça, c'est en lien avec le harcèlement scolaire. C'est très intéressant parce que tout ça, c'est pour cacher son corps. Il faut bien le rappeler que c'est pour cacher son corps et qu'on est encore empêtré dans les conséquences du harcèlement scolaire. Et là, qu'est-ce que je dis à ma fille ? Parce que je ne veux pas que ma fille puisse elle aussi manger aussi mal que moi, puisse elle aussi avoir des problèmes de santé. Et là, je lui dis, mais tu sais, justement, et j'essaie de voir, parce qu'elle adore effectivement, comme tous les enfants, les bonbons, même si je ne lui en ai pas donné beaucoup, mais elle en a toujours forcément lorsqu'elle est à l'école, etc., ou à un anniversaire. Et je lui dis, mais tu sais, tu as des petites cellules dans ton corps et tout. Et quand elles sont dans ton corps, et quand tu lui donnes de l'eau, elle dit « Oh, super, super. Oh, elle m'a donné de l'eau, super et tout. Oh, elle m'a donné de la salade. » Et je lui dis « Tu sais, elles sont des milliards à applaudir lorsque tu leur as donné de la salade, lorsque tu as donné des carottes, une salade verte, des brocolis, ils adorent. Des petites cellules dans ton corps. Et tu sais ce qu'elles font, les petites cellules dans ton corps ?» Et je lui dis « Elles te permettent de réciter ta poésie, elles te permettent d'apprendre, elles te permettent de comprendre le prof de maths. Donc, dès que tu leur donnes ça, elles sont contentes. Mais par contre, quand tu donnes un coca, elle dit « Mais qu'est-ce qu'elle me fait ? Elle pleure, elle se détériore, elle finit par tomber malade, elle meurt. » Et là, tu te rends compte ce que tu fais lorsque, à chaque fois que tu donnes un bonbon, un chocolat, etc., des chocolats, à chaque fois, les cellules, justement, elles sont en train de dire « Ah, mais on peut pas l'aider à prendre sa leçon. » Et elles disparaissent. Je vous assure, Frédéric, que depuis que j'ai raconté ça à ma fille, elle ne mange plus de bonbons.
Mais oui, non, et puis mais de manière générale, on voit votre fille intervenir à plusieurs reprises. Là aussi, c'est un autre Jiminy Cricket dans un registre différent. Et la relation mère-fille est vraiment très intéressante. Il y a quelque chose de romanesque d'ailleurs là-dedans. Donc c'est un livre qui a plusieurs dimensions aussi. Et alors, c'est important pour moi effectivement de parler de la relation mère-fille, parce que elle m'a permis aussi de me sauver. Elle m'a permis aussi, comme Marc Menon, comme ces différents personnages dont on a parlé, elle m'a permis de prendre conscience qu'il faut que je sois là pour elle. Et moi aussi, je me suis dit qu'elle a elle a bientôt l'âge que j'avais lorsque j'ai été harcelée au niveau scolaire. Qu'est-ce que je fais pour elle? Et c'est vrai qu'elle est un personnage central. Oui. Et c'est vrai qu'un enfant qui vous regarde vous dit, mais qu'est-ce que tu fais de moi? Oui, il y a une espèce d'harmonie entre elle et vous, avec voilà, comme en musique, deux lignes musicales différentes qui se croisent, et c'est vraiment formidable. Et donc, on est parti d'un moment où vous disiez « Mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître. Mais à présent, c'est paix, j'aime mon corps, il m'a bien servi. » Ce qui veut dire que vous atteignez quand même le moment où d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, à force de travail, de combat et de progrès, vous finissez par accepter non seulement ce visage, non seulement accepter ce visage et ce corps, mais par les honorer. Oui, et ça c'est un vrai travail que je continue jusqu'à aujourd'hui. C'est marrant parce que qui Marc Menon, qui Fabien, qui toutes les personnes que j'ai rencontrées qui me disent « Mais Christine, apprends à t'aimer », me disent « Mais Christine, apprends vraiment à te toucher, à aimer ton corps, quand tu passes la crème sur ton corps, à le faire avec bienveillance. » Ça a l'air de rien, mais je ne le faisais pas. Donc c'est vrai qu'en permanence, j'essaie de poursuivre cette quête de s'aimer soi-même. Et c'est vrai que toute ma vie, je me suis tellement dédiée aux autres, dans mon association, dans tout ce que je fais, avoir un agenda qui est dédié aux autres. Même un jour, lorsque je suis allée à Pôle emploi, puisque j'ai été à Pôle emploi, ça m'est arrivé, et la femme de Pôle emploi, la conseillère, me dit « Mais pourquoi vous occupez autant des autres ?» Même elle m'a dit « Occupez-vous de vous. Dites-moi ce qu'il y a sur votre agenda. Est-ce que vous vous occupez de vous? Est-ce que votre agenda, c'est pas que pour les autres ?» Donc, vous voyez, ça a été un vrai travail de se dire effectivement qu'il faut s'occuper de soi, s'occuper de son corps, faire une introspection sur soi. Il y a un moment où, à force de ne pas s'occuper de soi, on ne peut plus aider les autres. Et puis, le fait de s'aimer, de s'honorer, de se respecter, enfin, aguerrit, dans la mesure où il faut aussi supporter le regard des autres. Et si on s'aime soi-même, les autres ne vous aiment pas forcément. Et vous avez passé beaucoup de temps dans votre vie à vous battre sur ce plan-là. J'ai encore cette impression bizarre que plus je me cache et moins je me mets en avant, plus un malaise se crée autour de moi. Et cette exposition au regard des autres, vous allez la rechercher par générosité, puisque vous devenez une personnalité médiatique. Mais quand vous vous installez à Paris, donc au début de votre carrière télévisuelle, de nouveaux regards se sont posés sur moi, séparateurs, différentialistes. Ils m'ont blessé comme les regards du collège. Comme si ma présence gênait certains, comme si certains voulaient dire « repars d'où tu viens ». Mais la Guadeloupe, c'est la France. Est-ce que la célébrité, la reconnaissance professionnelle, tout ça a fait disparaître ce « repars d'où tu viens ». Alors c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit le lien avec ma profession. Déjà, ironie du sort, je me retrouve dans un métier d'image alors que j'ai toujours rejeté l'image. Inconsciemment, petit à petit, j'ai toujours cherché j'ai commencé par hasard à la télévision. Quand après j'ai dit bon j'arrête, on m'a retenu. Après on m'a encore appelé. J'ai toujours cherché à partir. Je suis allée au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour fuir l'image, pour travailler dans les dossiers au lieu d'être devant les caméras. Finalement, je suis retournée à la télévision et je suis très contente finalement d'être devant la caméra. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai recherché, mais ça m'a toujours poursuivi. Mais je pense que ça m'a permis effectivement de me soigner que d'être devant l'image. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que j'ai aussi été victime, et on le voit, avec de harcèlement, de critiques. Et ces murs que j'ai dressés pendant toute ma vie pour faire face au harcèlement, pour être blindée, pour me battre, pour être une guerrière face à ce harcèlement inconscient que j'avais subi lorsque j'avais 12 ans, ce sont ces murs qui m'ont permis de faire cette émission Face à l'info sur CNews, alors que personne ne voulait faire cette émission. Ce sont ces murs que j'avais construits autour de moi et où je me suis dit, quoi que l'on
qu'on dise de moi, je suis suffisamment forte pour faire face. Et ces murs m'ont permis de tenir, m'ont permis d'avancer, m'ont permis de laisser glisser sur mon dos toute sorte de critiques, parce que j'avais appris justement à faire face à la critique. J'avais appris à faire face au harcèlement. J'avais appris à faire face aux insultes. Et là, personne n'a compris effectivement que lorsque j'ai commencé l'émission avec Éric Zemmour sur mon plateau, j'ai pu faire face, mais tout commençait par ce harcèlement de l'âge de 12 ans. Et sauf qu'un jour, après avoir fait face pour tenir cette émission Face à l'info, il a fallu que j'abatte ces murs. Oui, mais alors vous dites tout peut glisser, mais tout ne peut pas glisser. À cette époque-là, vous devez même vous déplacer avec des gardes du corps. Bien sûr. Et puis alors là, vous allez rencontrer le visage, la trogne horrible de certains harceleurs. Je précise que votre fille va à l'école à ce moment-là avec une protection de garde du corps. Et là, il y a un dénommé Abdel. Alors c'est intéressant parce que vous dites tout glisse, mais là vous ne laissez pas glisser. Vous dites il ne faut pas que je laisse glisser, il faut que je fasse quelque chose. Tes ancêtres, dit Abdel, étaient des esclaves. Jamais tu ne seras acceptée comme française. De temps à autre, dites-vous, j'ouvre la bouche et prends la parole que je me suis toujours interdite. Cher Abdel, mes ancêtres étaient des esclaves du Congo-Brazza, des Bretons, des Indiens de Madras, des Arawaks rescapés et des Vietnamiens venus travailler aux Antilles. Je ne demande pas à être acceptée en France, je suis française. Et donc là, ça vous a confronté directement à ce visage horrible du refus, de l'ostracisme. Tout à fait. Et ça a été d'une certaine manière une victoire. Oui. Parce qu'il fallait le faire. Oui, et puis effectivement, s'il fallait écouter, mon cher Frédéric, toutes les insultes, toutes les retourne chez toi, retourne d'où tu viens, etc., j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais justement, je me bats. De temps en temps, j'en prends un et je réponds. De temps en temps, je vais une fois porter plainte pour harcèlement. Mais lorsqu'on voit que le but, c'est de vous empêcher d'avancer, le but, c'est de vous empêcher de travailler, le but, c'est de vous empêcher de faire votre métier, eh ben vous dites non. Moi, lorsque toute ma vie, on m'a traité de sale noire, sale négresse. Si on me traite de sale négresse et que ça m'atteint, c'est que je ne suis pas sortie de l'auberge. Je veux dire, on n'avance pas, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? On peut me traiter aujourd'hui, depuis justement ce harcèlement scolaire, et ça, c'est ce qui m'a permis de me blinder, de sale négresse, de sale noire, de noiraude, de tout ce que vous voulez, de salope, de tout ce qu'on veut. Je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais je pense que les gens ont commencé à s'en rendre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Ça ne veut pas dire... Plusieurs jeunes de l'outre-mer sont venus me dire « Mais comment on fait à Paris? Moi, j'arrive pas. Les regards, comment on me regarde différemment ?» J'ai dit « Mais vous êtes français, avant Nice, avant la Savoie. Pourquoi est-ce que vous laissez les gens vous donner une identité? Moi, je ne me regarde pas dans le miroir de l'autre. Je sais qui je suis. Je sais que j'ai des racines africaines. Je sais que j'ai des racines françaises, bretonnes. Je sais que j'ai des racines vietnamiennes. Je sais que j'ai des racines indiennes. Et après, ça fait qui je suis. Je sais exactement qui je suis. Je ne me laisse pas définir dans le miroir de l'autre. Et en général, l'autre vous définit dans le miroir qui lui appartient. Il vous définit de sale vendu, de sale noiraude, de tout ce que vous voulez, parce que c'est ce que ça il se définit. Et en général, je n'ai vu aucun leader au monde s'arrêter sur des insultes, empêcher d'avancer parce qu'on a voulu lui tenir les deux pieds pour qu'il ne puisse pas avancer. Au contraire, il faut rester confortable avec l'inconfortable. Il faut vivre avec, les regarder et avancer malgré tout. Et ça aussi, c'est un message que je veux faire passer aujourd'hui. Quoi que l'on fasse aujourd'hui, on est harcelé. Lorsqu'on est personnalité publique, lorsqu'on ne l'est pas aussi, là, à son travail, lorsqu'on a une voix différente, une vision différente, si on est trop gros, trop petit, si on ne pense pas comme les autres, on est critiqué. Et parfois, je sors d'un avion, je suis à l'aéroport, ou bien je vais prendre un avion, on me dit « Ah madame », une hôtesse me dit « Ah madame, j'aimerais être comme vous, j'aimerais être calme ». Apprenez-moi à être calme. Vous savez que même à mon travail, j'ai tellement de personnes qui m'embêtent et je pense parfois à vous en plein travail. Je dis, je vais être comme Christine, je vais être calme. Mais c'est vrai que, voilà, c'est le message aussi que je veux faire passer à travers ce livre. C'est qu'on peut être harcelé, on peut être critiqué, on peut avoir des embûches et on en a en permanence, mais il faut passer outre pour avancer. Il faut passer outre. Je dis tout le temps à ma fille que lorsque tu sens que tu reçois des baffes, et que tu ressens des claques, c'est que ta tête dépasse. Et c'est pour que ta tête ne puisse plus dépasser et que tu puisses te mettre au niveau de tout le monde. Alors, est-ce que tu vas supporter les claques ou bien est-ce que tu vas descendre et te mettre au niveau de tout le monde? Réfléchis.
Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu du livre maintenant, parce que il y a un moment où vous écrivez, vous livrez beaucoup, Oui. de manière très élégante, mais vous Fallait livrez, et vous dites la première des libertés, Fallait pas se livrer? c'est l'impudeur. Fallait pas se livrer? Pardon? Fallait pas se livrer? Si, c'est merveilleux. mais vous dites la première des libertés, c'est l'impudeur. Donc vous justifiez justement le fait que vous vous livriez comme ça. Et vous avez trouvé une espèce de... J'adore que cette phrase vous ait marqué. Je suis très contente que cette phrase vous ait marqué. Oui, parce qu'elle marque l'équilibre que vous avez trouvé, qui est quand même très difficile, entre la pudeur, la sincérité, la franchise, et livrer à l'autre ce qui peut lui être utile. C'est ça. Et ce qui est un acte de générosité qui suppose quand même que dans l'écriture, on se fracture un peu soi-même pour laisser voir l'intérieur. Il n'a pas été facile à écrire, en effet. Et ça m'a beaucoup frappé dans ce livre. Est-ce que vous êtes fait violence pour livrer cette intimité de cette manière-là, si équilibrée? L'éditeur m'a beaucoup aidé, Lise Boel chez Fayard m'a beaucoup aidé à pouvoir me livrer. C'était pas toujours facile. Je suis revenue en arrière pour oser dire, par exemple, que oui, j'ai fait des tentatives de suicide. Je suis revenue en arrière pour dire certaines choses, pour pouvoir vraiment me livrer, en me disant je me livre ou je ne me livre pas. Et c'est vrai que lorsque vous dites, et que je dis dans le livre, que c'est important, le fait d'être un peu impudique, c'est de la liberté. Et lorsqu'on me dit que je suis impudique dans le livre, c'est qu'on n'a pas compris effectivement la puissance de la liberté. Il faut savoir être libre, il faut savoir dire les choses. Mais lorsqu'on referme mon livre, il y a un journaliste qui m'a dit « Mais vous n'avez pas parlé de votre vie sentimentale aujourd'hui. » Vous voyez, être impudique, ce n'est pas forcément tout dire, mais ce que vous venez de dire exactement, ce que l'on peut dire, qui peut peut-être aider l'autre. Alors ça, moi j'ai trouvé cette substance du livre vraiment très séduisante, vraiment très réussie, vraiment très réussie. Merci. Alors, mais je voudrais pas que les gens qui nous regardent et nous écoutent croient que c'est un livre sévère, etc. Non, il y a beaucoup à apprendre. On vit avec l'autrice ou l'auteur, comme vous préférez. Moi, j'ai tendance à dire l'auteur, mais Ça me va bien. une aventure humaine formidable. Mais il y a aussi de l'humour. Hein. Ah, je vous ai fait rire. Oui, attendez, quand vous dites rien de superficiel dans les maths, aucun jeu sur les apparences, sauf peut-être les boucles d'oreilles. Et vous racontez en Guadeloupe, dès que tu es né, clac, clac, un trou dans chaque oreille, on te met des boucles. Comme je me nage à contre-courant, j'ai lu quelque part que les saumons avançaient de cette manière. J'ai attendu d'avoir presque 20 ans pour me conformer, bref, etc. Donc il y a souvent un ton léger, par exemple. Oui. Et vous avez des comparaisons très, très, très marrantes, en fait, hein, quand vous parlez du changement de régime. Mais pas le changement de régime alimentaire, parce qu'il y a eu la rébellion des états généraux des organes de votre corps. Et donc, il y a beaucoup de formulations. Faut avoir un peu de légèreté, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est un livre qui est rendu très agréable à lire aussi pour ces raisons-là. Et puis... Oui, il est facile à lire, c'est vrai. Il se lit d'une traite, il est facile à lire. C'est important. Oui. C'est important. Là aussi, c'est une forme d'élégance avec le lecteur. Alors, vous dites quelque part, ce qui importe dans la vie, ce n'est pas ce qu'on réalise, mais c'est la différence qu'on a faite dans la vie des autres. Et plus loin, prendre soin de soi, ce n'est jamais que se donner la force de prendre soin des autres. Et en gros, tout se rejoint. Donc, vous dites la différence qu'on fait dans la vie des autres. Quelle différence voudriez-vous faire dans la vie des autres? Comme je dis, par exemple, pour mon association que j'ai créée il y a 16 ans, on m'a dit, oui, tu as créé une association, à quoi ça sert? Vraiment, il y a tellement d'associations, tu pourras aider des personnes, etc. C'est compliqué, tu vas voir comment c'est compliqué juridiquement et tout, c'est tellement compliqué. Et je me suis toujours dit que si, avec mon association, je peux aider une femme, et que je la regarde dans les yeux et que je vois pétiller dans ses yeux, ne serait-ce qu'un instant l'once d'un bonheur, eh ben je peux dire que je peux mourir tranquille. Et si aussi avec ce livre, ne serait-ce qu'une personne, je peux dire qu'une personne a lu ce livre et s'est dit, tiens, aujourd'hui je vais me battre. Tiens, aujourd'hui je vais faire face à mes harceleurs. Tiens, aujourd'hui je vais peut-être avoir le courage de me dire que je ne vais pas mettre fin à ma vie. Je serai la plus heureuse du monde. Et à partir de ce moment-là, on se dit qu'on a une mission de vie et qu'on l'a accomplie. À quoi ça sert d'être sur Terre si ce n'est pas pour aider l'autre? À quoi ça sert d'être sur Terre si ce n'est pas pour tendre la main à l'autre? À quoi ça sert d'être sur Terre si ce n'est pas pour être en interaction avec l'autre? Lorsqu'on avait le Covid et qu'on était tous enfermés, on a vu à quel point l'autre est important dans sa vie. Et alors, vous parlez des causes qui vous tiennent à cœur. Donc, il y a celle des familles monoparentales, et Dieu sait à quel point c'est important et à quel point c'est devenu au fil du temps de plus en plus important. Mais vous êtes intéressé aussi à une autre cause qui est celle de la santé mentale.
Et là, c'est vraiment un problème qui a pas toujours existé dans ces proportions-là. Exact. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre engagement là-dessus et sur cette prise de conscience que chacun devrait avoir du problème de la santé mentale, notamment chez les jeunes? Capital. Et je me suis rendu compte qu'avoir une hygiène de vie, faire attention à ce qu'on mange pour pouvoir être bien dans sa tête, pour ne pas déprimer. C'est important de voir que lorsqu'on mange des brocolis et des carottes, ça a l'air bête, et lorsqu'on boit de l'eau, on déprime moins, voire on ne déprime pas. Donc c'est important de faire attention à son hygiène au niveau santé et à son hygiène mentale. Quelle pensée, qu'est-ce que tu mets dans ta tête? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu mets dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu donnes à manger à ton corps? Mais qu'est-ce que tu mets dans ton cerveau? Avoir une sorte de barrage dans son hygiène mentale, se dire tiens, ça je rejette, tiens, ça je ne regarde pas, tiens, ça je ne vais pas là, tiens, je fais attention à mes relations, les relations toxiques, etc. Et à ce que je regarde pour pouvoir protéger son hygiène mentale. Et je trouve qu'aujourd'hui, même le sucre, ça a été prouvé qu'il y a des conséquences sur la déprime, etc. Donc il faut tout mesurer, tout peser, et pour pouvoir avoir un équilibre dans sa vie. Et c'est vrai que lorsqu'on prend soin de son corps, souvent les gens se disent qu'au niveau de la santé, je prends soin de ma santé, je fais du sport, je mange équilibré. Mais prendre soin de son mental, c'est capital. Ne pas regarder que des vidéos d'assassinats en boucle, ne pas regarder que des fictions de crimes en boucle. Ça, c'est prendre soin de son hygiène mentale. Ne pas être que sur TikTok en permanence. Ça, c'est prendre soin de son hygiène mentale. Ça m'arrive pas plus tard qu'hier soir. Je voulais dormir, je n'arrivais pas à dormir. Et je suis sur Instagram et je fais défiler. Et vous savez, je me dis, mais Christine, regarde-toi. Tu n'as pas honte? Tu es en train de scroller au lieu de dormir. Tu es en train de donner de l'argent à ceux qui ont créé cet Instagram alors que toi, tu es en train de détériorer ta santé. J'ai immédiatement fermé mon Instagram. Et c'est pas facile, parce qu'en permanence, on veut vous voler votre attention, on veut vous voler votre santé mentale. Et ça fait partie de l'hygiène mentale. Comment voulez-vous bien dormir si effectivement, avant d'aller vous coucher, vous êtes en train de scroller? Donc l'hygiène mentale est capitale et complémentaire à l'hygiène du corps. Et alors, je ne sais pas si c'est mes notes, mais je crois que c'est plutôt dans votre livre, 13 millions de Français chaque année sont concernés par un trouble psychique. C'est ça. C'est vous qui écrivez ça, n'est-ce pas, Oui, dans le oui, livre? tout à fait. Le trouble de la santé mentale le plus fréquent est l'anxiété, 10% de la population. C'est ça. Vous dites qu'il y a la dépression, perte de morale, de goût, de sommeil. Les troubles peuvent aller jusqu'à la schizophrénie. Et attendez, tenez-vous bien, 24% des jeunes disent être dans un état anxieux en France. C'est ça. Et regardez un peu les viols qu'il y a sur les enfants entre eux. Les policiers me disent que c'est la prochaine bombe à retardement. Regardez les enfants, justement, je disais, qui se suicident très tôt. Regardez la rage qu'il y a, la violence qu'il y a maintenant chez les jeunes. Regardez la déprime. Tous les chiffres le montrent que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus déprimés, anxieux, etc. Parce qu'on ne leur dit pas justement que l'hygiène mentale est importante. On leur dit pas qu'il faut maîtriser, dominer le téléphone portable, dominer les réseaux sociaux. Tout ce que vous ne dominez pas, c'est lui qui vous domine. Tout ce que vous ne maîtrisez pas, c'est lui qui vous maîtrise. Attention, l'être humain doit toujours dominer ce qui l'entoure, ce qu'il consomme, ce qu'il vit, ce qu'il consomme avec ses yeux, avec son nez, avec sa bouche, avec ses 5 sens. Il doit dominer. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est lui qui vous maîtrise. Et alors, il y a une autre cause de nature très différente qui vous tient à cœur, c'est la langue française. Oui. Et alors, vous rendez service à la langue française déjà parce que sur vos antennes et dans votre voix, c'est une belle langue qu'on entend. Une langue juste, une langue incarnée, une langue précise. Mais est-ce que vous êtes inquiète pour la langue française? Je suis déjà ravie d'avoir reçu le prix Richelieu pour la défense de la langue française. Oui. Je suis ravie. Et j'ai été très, très encouragée par ce prix. Et j'ai emmené ma petite fille au Sénat lorsqu'on m'a remis ce prix de la défense de la langue française pour lui dire « Tiens, tu vois, c'est important. Alors, tu vois, quand tu me dis « wesh », je ne veux plus que tu me dises ça. Je veux dire que c'est très important de garder les mots, de soigner les mots, de soigner la langue française. La langue française n'est pas uniquement une langue, c'est une façon d'exprimer sa pensée. C'est intéressant de voir comment aujourd'hui, les gens utilisent plusieurs mots, le même mot, qui remettent parce qu'ils n'ont pas de vocabulaire, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de vocabulaire.
Moi, la première, je n'ai pas suffisamment de vocabulaire. Je suis toujours en quête de vocabulaire parce qu'il faut lire en permanence, s'enrichir, mais enrichir ses mots, enrichir son vocabulaire, se noyer dans la langue française permet quoi, mon cher Frédéric? Permet d'avoir un esprit critique, permet d'avoir du bon sens, permet d'avoir du discernement. Aujourd'hui, on ne peut pas élever un enfant dans la violence de la société sans discernement. Avant même les bonnes notes, il faut le discernement. Et je dis toujours à ma fille, tu vois, regarde, flaire, réfléchis. Si jamais tu reçois une vidéo de maman, réfléchis. C'est toi qui dois savoir si c'est maman qui t'envoie la vidéo ou bien si c'est quelqu'un d'autre. Personne ne vous apprend ça si ce n'est l'esprit critique, si ce n'est la langue française, si ce n'est la lecture, si ce n'est le discernement. Et puis la langue française, on en a souvent parlé ici parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Et dans la continuité de Camus, on voit bien aujourd'hui que pour beaucoup de groupes de jeunes en particulier, c'est soit les mots, soit les coups. Et quand on n'a pas les mots pour faire valoir des arguments, pour régler des conflits, ben, on ne peut recourir qu'aux coups. Et les coups sont le substitut du vocabulaire manquant. C'est exactement un des facteurs de l'agressivité et de la montée de la violence en France. C'est la baisse du niveau scolaire, la baisse du niveau des arguments. On ne peut plus argumenter, on ne peut plus exprimer sa pensée, on ne peut plus confronter sa pensée à celle de l'autre, donc on frappe. Et ça fait partie effectivement de ces mailles qui détruisent notre société aujourd'hui, qui détruisent notre démocratie. Donc oui à la langue française, oui aux arguments, oui dans l'université on doit débattre et non pas uniquement recevoir des idées des uns et des autres, mais avoir son esprit critique. Pourquoi ? Pour avoir une démocratie qui est une démocratie, pour écouter et supporter les arguments des uns et des autres, pour pouvoir avoir un esprit critique, pour pouvoir échanger avec l'autre sans s'énerver, ou même en étant choqué par ce que dit l'autre, pouvoir lui apporter des arguments. Mais on a baissé les bras, à tout point de vue, malheureusement. Alors, on a parlé dans votre livre de votre grand-mère et de cette... j'ai appelé ça une obsession, ce qui est méchant parce que ce n'était pas une obsession, mais en tout cas, cette préoccupation que vienne une saison après l'autre et que la vie doit s'organiser comme ça, par phase, chacune à sa place, il ne faut pas anticiper, il ne faut pas aller trop vite. Et ça m'a rappelé un texte que je vais vous soumettre et j'aimerais que vous nous le lisiez. Okay. Et vous le connaissez forcément, mais j'ai trouvé que c'était exactement le même esprit. Oh, magnifique, ça c'est Ecclésiaste dans la Bible. Oui. C'est pas marqué, mais je l'ai reconnu tout de suite. Absolument. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour souffrir, un temps pour guérir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. C'est pas marqué, mais je sais que c'est la Bible. C'est merveilleux. Je l'aurais dit. C'est merveilleux. Alors est-ce que pour vous, le temps de la paix avec votre corps est enfin venu, avec votre corps, votre esprit? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même désormais? Je suis désormais en paix avec moi-même et c'est vrai que c'est un cheminement permanent, il faut toujours y veiller. C'est ce qui fait le propre de la vie humaine, c'est que les combats avec soi-même, l'amélioration de la meilleure version de soi-même n'est jamais réellement terminée. Merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un honneur. Alors que vous êtes tellement occupé par ailleurs avec des activités qui vous valent l'affection du public. Donc Christine Kelly, Pourquoi moi ? Et c'est aux éditions Fayard et c'est un livre utile. Merci infiniment. Merci.